Merci à tous pour votre présence pour ce dernier numéro de Actu Attack de l'année, qui sera donc consacré au processus indépendantiste en Catalogne. Donc si on a décidé de consacrer cette soirée à ce sujet, c'est parce que comme de nombreuses organisations engagées pour le progrès et le changement social, Attack s'est trouvé un peu prise de court par les événements en Catalogne. On a eu de vastes débats en interne qui sont le reflet des profondes fractures qui touchent à la fois la gauche catalane, espagnole et européenne. Je vais ici tenter de très schématiquement et très grossièrement résumer. Donc on a d'une part une gauche favorable à la cause catalane qui met en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la nature répressive et autoritaire d'une monarchie espagnole héritière du franquisme, et les potentialités émancipatrices d'un processus indépendantiste constituant qui permettrait de refonder les institutions catalanes et espagnoles sur des bases réellement démocratiques et sociales. Et d'autre part, on a une gauche plutôt hostile à ce processus, qui voit un signe d'un repli identitaire et d'une tendance générale des régions les plus riches à rejeter la solidarité interrégionale, et qui juge le nationalisme incompatible avec les idéaux internationalistes auxquels se rattache le mouvement ouvrier, et qui trouve que la mise en avant des thématiques identitaires occulte la question sociale au détriment des intérêts des travailleurs. Donc cette situation est d'autant plus compliquée qu'il apparaît évident que l'opposition entre partisans d'indépendance et partisans de l'Union espagnole n'épouse pas le clivage gauche-droite traditionnel, puisqu'on trouve des composantes de gauche radicale, de centre-gauche et de droite dans chacun des deux camps, unionistes et indépendantistes. Donc c'est pour creuser toutes ces dimensions qui s'enchevêtrent qu'on a voulu faire le point sur les enjeux que pose l'équation catalane pour les forces qui combattent pour le progrès social, à 2 jours d'élections en Catalogne qui s'annoncent décisives et surtout très serrées. Pour vous faire une idée, les grandes tendances des derniers sondages, à prendre avec les précautions d'usage, donnent un bloc indépendantiste en tête, mais sans être assuré de disposer d'une majorité absolue, et dominé non pas par le parti de droite du président Puigdemont, mais par la gauche républicaine catalane, qui est plutôt de tendance social-démocrate. Un bloc unioniste qui est dominé par les libéraux de Ciutadans, et entre les deux, aux alentours de 8%, l'alliance de gauche Catalogne en commun, formée notamment autour de la maire de Barcelone, Ada Colau, et par la section locale de Podemos, qui s'oppose à l'indépendance, mais qui défend en même temps le droit des Catalans à décider de leur avenir. On creusera les nuances. Donc pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Ivan Fox, qui est donc coordinateur à Bruxelles pour l'Assemblée nationale catalane, qui est donc une des principales organisations indépendantistes. Et il est également le représentant local de la candidature d'unité populaire, la CUP, qui est donc un parti municipaliste et anticapitaliste favorable à l'indépendance, qui a apporté un soutien parlementaire sans participation gouvernementale au processus indépendantiste dirigé par Carles Puigdemont. Et donc c'est en qualité de membre de la CUP que Ivan s'exprimera ce soir. Nous avons aussi le plaisir, pour lui donner la réplique, d'accueillir Juan Domingo Sánchez Estop, qui est donc écrivain et philosophe, ancien membre de Podemos, et qui a largement commenté l'actualité catalane et espagnole sur les réseaux sociaux, et qui est quant à lui un peu plus réservé sur le processus indépendantiste. Sur certains aspects, voilà. Et donc il nous dira pourquoi, et dans quelle mesure. Donc je vais commencer par vous poser une question assez générale à tous les deux, à laquelle je vous demanderai de répondre en 20 minutes maximum. Pensez-vous que le processus indépendantiste actuel peut être un instrument de progrès social? Et je vais commencer par donner la parole à Ivan, qui en profitera pour parler de la capacité de la CUP à impulser de l'extérieur un agenda social sous le gouvernement de Puigdemont. Donc Ivan, je te donne l'autre micro. Je sors ma copie. Ah, bien joué. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Donc voilà, on m'a déjà présenté, ça m'épargne déjà des explications, mais la CUP n'a pas été présentée. La CUP est un parti un peu spécial, donc on n'est pas membre ou militant de la CUP, on est membre ou militant ou sympathisant de la CUP d'un endroit, d'un quartier, d'un village, ou dans mon cas, de la Belgique. C'est-à-dire que ça fonctionne par une série de groupes différents, je vous passe tous les détails, des mouvements différents de gauche, et surtout basés sur l'activisme et la militance de base, des rues et d'activités directes dans les quartiers, dans les villages.
Donc, dans mon cas, c'est un cas rare, parce qu'ici, on n'a pas une militance et un activisme local concret. On est seulement des représentants de ces mouvances, de ces mouvements face à l'extérieur. Donc, je fais partie de la coupe extérieure, ça s'appelle. Ça veut dire toute une série de gens qui vivent dans différents lieux du monde et on transmet ou on discute ou on partage les idées, les idéaux de la coupe, de ces pseudo-partis. Ce parti s'est défini lui-même comme un parti socialiste, à ne pas confondre avec les partis socialistes traditionnels européens, donc socialistes prenant le mot socialiste à la source, écologiste et féministe. Et ça, c'est très important parce que ça montre clairement une nécessité de rupture pour nous. C'est clair qu'il faut rompre avec les mouvements politiques et politiciens actuels qu'on appelle traditionnels ou conventionnels. On doit casser ça, on doit partir de toute une série d'autres bases, dont le féminisme est pour nous une des choses vraiment source de possibles changements. Nous, du moins, on y croit. Alors, pour la question d'une fait, si depuis la Coupe, par l'indépendantisme, on peut arriver à un changement social, c'est la base de tout pour nous, donc c'est évidemment la réponse, si il avait cours, c'est oui. Si vous voulez que je développe ça, on va parler plus que d'indépendantisme, ça se comprend très bien, mais ça confond avec beaucoup d'autres choses que nous, on ne partage pas, donc le nationalisme identitaire, le nationalisme fascisant ou excluant. On ne s'y retrouve pas du tout là-dedans, donc tous les groupes, par exemple, ici en Belgique, c'est un bon exemple, qui nous, soi-disant, appuient le mouvement indépendantiste catalan sans regarder à quoi ça doit ressembler le résultat final de ces mouvements. Ben, on se trouve que même le Blanche Belang est pro-catalaniste, pro-indépendantiste. Nous, on ne se retrouve pas là-dedans. Vous pouvez imaginer bien, me voyant, que je ne fais pas partie de cette coalition, disons. Elle n'existe pas d'ailleurs. Alors, je parle de souveraineté parce que c'est comme ça qu'on définit la chose. Souveraineté des peuples, ça c'est reconnu par les Nations Unies, les droits des peuples à leur autodétermination n'est pas à discuter, je crois, parmi nous. C'est une évidence. Un peuple qui se considère peuple, qui veut avoir une série de compétences à développer en tant que tel, en tant que peuple, en tant que nation, si on veut utiliser le mot nation, ben, c'est reconnu par tout le monde. C'est pas une invention ni de la Coupe, ni du mouvement catalaniste. Alors, souveraineté veut dire récupérer pour les bases populaires, pour le mouvement populaire, pour le mouvement ouvrier, toute une série de souverainetés qu'on a perdues au long au moins c'est la dernière moitié du siècle passé. Si on se remet à l'Espagne républicaine d'avant les coups d'État de Franco, il y a des mouvements clairement anarchistes, libertaires, socialistes, qui développait une Espagne qui serait aujourd'hui une Espagne vraiment moderne, qu'on regrette amèrement. La souveraineté, je peux la couper en plusieurs morceaux, la souveraineté productive, donc trouver des moyens de production adaptés à une localité, que ce soit appelé ça un État ou une nation ou un peuple, ben, c'est une chose qui est en droit, c'est normal. C'est pas normal qu'un peuple doit... Si je vous emmène en Afrique et je vous dis qu'un paysan africain n'a pas de terre parce que la terre a été achetée par telle ou telle entreprise ou tel pays, et que lui, il n'est plus un paysan, c'est un ouvrier, pour ne pas dire un esclave, d'une machinerie, je crois qu'on s'est compris, il n'y a pas de souveraineté productive au niveau d'agriculture dans certains territoires du Sud, on connaît bien. Si on parle de souveraineté alimentaire, je crois qu'avec Attaque, il y a quelques années, j'avais participé à toute une série de débats sur la souveraineté alimentaire, qui étaient les thèmes de l'année pour l'association, comment ça s'appelait, les 11-11-11, SNCD. J'en avais fait même un spectacle sur le mouvement zapatiste au Chiapas, parlant de ce thème-là. Souveraineté alimentaire, vous la comprenez, je ne peux pas vous l'expliquer. L'idée qu'un paysan qui cultive un oignon ne gagne pas avec cet oignon qu'il vient de vendre de quoi s'acheter un oignon, c'est le résumé pour moi le plus simple, et je m'arrête là. Le reste, on peut le développer des heures.
On peut aller à la souveraineté culturelle. Souveraineté culturelle, je la résumerai à voir un film qui a été produit ici par des gens qui avaient une idée ici sur des thèmes d'ici, ou devoir me taper à la télé tout ce qu'on me balance, que je ne sais pas d'où ça vient, ça ne rime à rien, ça ne parle pas de ma réalité, ça ne parle pas de ma culture, et je dois avaler ça, et si je ne connais pas ça, en plus, je passe pour un plouc. Je ne connais pas les séries américaines parce qu'elles ne m'intéressent pas, parce que ça ne me parle pas ni de mon peuple, ni de mon voisin, ni de ma voisine, ni de mes problèmes avec mes enfants, ni de rien. Cette culture-là, pour moi, ce n'est pas une culture, c'est une imposition déracinée, déracinante. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'exige une souveraineté culturelle, donc produire, n'importe quel pays, n'importe quel peuple, n'importe quel collectif de gens a le droit de pouvoir exprimer une série de choses qui les concernent, et on appelle ça culture. Donc, passer aussi du produit culturel à la culture comme un moteur de réflexion et d'activisme, si on entre dans des termes plus sérieux, et non pas comme une chose de production et consommation. Ça, c'est pour moi la souveraineté culturelle. Je peux parler aussi de souveraineté, des choses qui nous touchent très fort en Catalogne et en Espagne, la souveraineté des logements. C'est une des sources de la crise mondiale en 2008 et en Espagne en concret. Ça a été la question de l'immobilier. Donc là, pourquoi, dans un lieu où on a assez de maisons, assez de toits, assez de lieux pour loger tout le monde, on se trouve qu'il y a des gens qui ont été expulsés de leur maison, qui continuent à payer leurs hypothèques, par loi, ils sont obligés de payer, et on n'a pas un parc immobilier social ou de protection sociale au public qui protège ça. On se trouve avec des gens dans la rue, alors que les banques ont récupéré des maisons que parce que soi-disant n'étaient pas payées, ça leur appartient. Donc, depuis la coupe, on dit que c'est clairement facile à résoudre ça. Il suffit d'exproprier les appartements vides en main des banques et les mettre à disposition des gens. Ça s'appelle souveraineté des logements pour moi. Je ne sais pas si je peux encore vous parler d'autres souverainetés, mais je crois que vous m'avez compris. Quand je parle de souveraineté, je parle des droits des gens, des peuples, des gens ouvrières ou des classes populaires, avoir toute une série de choses qui leur appartiennent. Pour moi, ce n'est pas discutable, et qu'on leur a volé. Alors, on les a volés à plusieurs niveaux, à niveau politique, à niveau financier, à niveau des traités internationaux, pour parler à nouveau de souveraineté. Quelle souveraineté ont aujourd'hui certains États d'Europe par rapport à des impositions par des instances plus hautes, comme la Commission européenne, à décider quel type d'empoisonnement on peut mettre ou pas mettre dans nos terres. J'exige cette souveraineté, donc j'exige qu'un État ou une région ou un village puisse dire non de ça, ici on n'en veut pas. Et dans le village à côté on n'en veut pas non plus, donc finalement en Europe on n'en veut pas, donc on n'a pas à signer des TPIP ou des CETA ou des choses comme ça, qui, comme par hasard, ça ne bénéficie que certaines firmes internationales qui n'ont pas besoin de plus de bénéfices, ils en font assez. Donc tout ça pour vous dire que les mouvements catalanistes qui existent depuis bien plus longtemps que vous ne les connaissez évidemment parce qu'on en parle moins dans d'autres périodes, mais il existe depuis toujours, il arrive un moment où il ne voit pas d'autre sortie que l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire la création d'un État. La création d'un État, ça fait très bizarre. Ici en Belgique, ça fait, on me le traduit souvent comme la destruction de la Belgique, à finir avec la Belgique. Et bon, moi, finir avec la Belgique, moi, j'ai rien contre la Belgique en tant qu'État. S'il se porte bien et si ses habitants considèrent que la Belgique les représente, je crois que la Belgique est un très beau pays à vivre. Moi, je suis heureux depuis la moitié de ma vie, bientôt 27 ans. Je ne suis pas pour la rupture d'un État ou en construire un autre parce qu'il sera plus joli ou plus je ne sais pas quoi. Je suis tout simplement pour qu'un peuple, dans mon cas les Catalans, mais si vous parlez avec des Flamands, avec des Wallons, vous trouverez qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que leur peuple aussi a les droits à cette souveraineté que je réclame. On a droit à avoir des représentants, que ce soit en forme d'État ou en forme de gouvernement autonome à l'intérieur d'un autre État,
on a ce droit à décider par nous-mêmes ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et on arrive à la conclusion en Catalogne depuis au moins les derniers 10 ans, c'est très clair, d'une perte de souveraineté continue, récurrente, constante, dans des choses que nous, ça nous paraît évident. Notre langue, par exemple, si je parle de souveraineté culturelle, la langue, je voulais épargner, mais il vous semblerait normal qu'un Français parle français parce que c'est son français, c'est sa langue. Eh bien, en catalan, il y a des gens qui trouvent qu'on parle catalan pour emmerder les autres, mais les catalans, je les parle parce que c'est ma langue, dans mon village, on parle catalan. Et je ne vais pas plus loin que ça, je ne vais pas revendiquer autre chose que de parler ma langue comme chacun parle la sienne. Et ceux qui ne la parlent pas, je me battrai pour les défendre où qu'ils soient dans le monde et quelle que soit leur langue. Je considère que c'est super important que chacun parle sa langue, c'est ça la richesse de l'humanité, c'est fait d'une multitude, de milliers de langues qui se parlent, et quelques-unes qui se perdent petit à petit. Le catalan ne se perdra pas, ils ont essayé par tous les moyens, et je continue à parler catalan, mes filles parlent catalan, et je crois que dans des siècles à venir, on parlera catalan. Et pourtant, un ministre espagnol de l'éducation, vous n'avez pas ça en Belgique parce qu'ici les ministres de l'éducation sont régionaux, mais en Espagne on a un ministre de l'éducation qui est espagnol et qui parle pour l'éducation de toute l'Espagne. Ce monsieur, Huert, qui s'appelait, un bonjour il se réveille inspiré, il dit qu'il faut espagnoliser les enfants catalans. Alors là, laissez-moi vous dire que contre ça, je n'ai rien d'autre à dire. Je ne veux pas de ministre espagnol de l'éducation, je veux un ministre catalan de l'éducation qui parle d'éducation, de pédagogie des enfants et de la langue, et qui ne parle pas d'unité nationale comme si c'était un truc sacro-saint et qu'il faut espagnoliser. Vous imaginez en Belgique un ministre qui dirait qu'il faut flamandiser les enfants wallons, on lui dirait, vous êtes fous, messieurs, vous n'avez rien compris à votre pays. Eh bien, nous, on se trouve qu'on a des ministres en Espagne qui n'ont rien compris à leur pays, et que petit à petit, et pas si petit à petit que ça, donc dernièrement assez à grands pas, nous volent encore des souverainetés, des petites portions de notre identité, de notre façon d'être. Et alors on arrive, pour en finir, parce que je passerai la parole là, je pensais parler aujourd'hui, on arrive à que s'il faut avoir un ministre, ben, il faut avoir un État, parce que ce qu'on a nous, c'est des conseillers, parce que pour nous, ce sont des ministres, mais au-dessus d'eux, il y a des ministres d'État qui parlent au-dessus d'eux et qui décident des lois, et que quand nous, on fait une loi qui nous convient à tous les pays et qui est votée à 80% pour un Parlement, ben, du coup, au tribunal constitutionnel, à la demande du parti qui gouverne en Espagne aujourd'hui, que lui vous en parlera mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas grand-chose à dire de ces gens. Ce sont des héritiers de Franco évidents, ce sont des gens qui pour eux, la monarchie, c'est à ne pas toucher, ces gens qui ne posent pas en question des choses qui pour nous sont déjà, non pas du siècle passé, mais d'un siècle bien avant. On était une république en Espagne, donc une république détruite par une guerre civile organisée par un militaire, une chose qui revenir à que la démocratie en Espagne aujourd'hui, celle de 78, est d'accepter et à ne pas mettre en doute qu'il y a un roi nommé au doigt par Franco lui-même, et une constitution faite par des gens dont la moitié des gens à la table de cette constitution, c'était des généraux et des ministres de Franco, et un roi, et puis quelques progressistes espagnols, catalans, basques, qui essayaient de gagner du terrain vers la démocratie, vers la liberté. On a accepté ça en 78, mais franchement, 50 ans plus tard, il nous semble qu'il est temps de changer ça. Et alors là, c'est là la différence qu'on va voir, le débat qu'on va voir avec Juan, c'est qu'il y a des gens qui croient encore que l'Espagne peut s'adapter au temps moderne, disons, au temps d'aujourd'hui. Et en Catalogne, on est arrivé à la conclusion, je dirais une majorité des Catalans, on est arrivé à la conclusion que là-dedans, dans cette Espagne qu'on nous propose, et qu'on ne voit pas moyen de la changer, on ne le voit pas, on n'a pas de place. Alors on demande sur le monde tout simplement, humblement et comme n'importe quel peuple dans le monde, avoir le même droit que le peuple d'à côté. C'est-à-dire notre langue, nos institutions, notre façon de voir le monde et notre façon de développer notre pays, notre culture, notre identité. Et ça prend la forme d'un État, et on s'est mis d'accord, une majorité des Catalans, pour dire que cet État aura une forme de république. Ça, c'est le mouvement indépendantiste catalan aujourd'hui. En général, il y a des gens de droite, qui commencent à être moins nombreux que ceux de gauche. Il y a des gens de gauche très très à gauche. Et puis il y a
toute la partie Podemos, les Comuns, qui ne sont pas pour cet indépendantisme, clairement une indépendance en État et en part de l'Espagne. Ils sont plus pour une forme de revoir l'Espagne comme un État incluant plusieurs nations, fédérées entre elles. Et ici, je m'arrête pour de vrai. Je vous dis que fédérer, je vais bien, mais pour me fédérer, lui et moi, ou cette bouteille et l'autre là, il faut qu'ils se traitent l'un l'autre d'égal à égal. Et en Espagne et en Catalogne, on n'a pas ça aujourd'hui. Je vais bien me fédérer avec n'importe quel peuple du monde, avec toute l'Europe, une fois qu'on m'aura reconnu comme un État, comme une personne, comme un citoyen de droit, qui parle sa langue, qui a son identité, ses revendications. Une fois qu'on m'aura reconnu cette égalité avec d'autres, je suis non pas pour une fédération, mais pour fédérer le monde entier. Je suis plus européen que beaucoup d'Espagnols qui se prétendent, je ne sais pas comment, plus européens que moi, qui ne parlent que leur langue, l'espagnol, qui est une belle langue, je parle aussi très bien et que j'étudie bien. Mais quand il leur dit, vous ne parlierez pas la deuxième ou la troisième ou la quatrième langue de votre pays, et je me trouve avec le consul d'Espagne, aujourd'hui je parle avec lui, cet homme-là, il ne parle même pas deux des quatre langues de son pays, mais c'est qu'il n'en parle pas une du pays où il est consul. Avec ça, je le félicite et je passe la parole. Oui, d'ailleurs, probablement, son espagnol ne doit pas être brillant parce qu'une des caractéristiques de l'État espagnol, en tout cas depuis Franco, est d'avoir ignoré entièrement toutes les traditions culturelles espagnoles, d'avoir rompu avec elles, c'est-à-dire la langue qu'on parle dans les médias, le niveau de connaissance de la culture littéraire, même de l'histoire du pays, qu'ont les Espagnols, est absolument lamentable. Bon. Même au plus haut degré de la hiérarchie de l'État, d'ailleurs. Surtout. Oui, surtout, d'ailleurs. Bon. Ceci dit, voilà, je ne suis pas un chaud partisan de l'Espagne. Je n'irai pas jusqu'à dire je m'en fous de l'Espagne, parce que, bon, il y a cette Espagne de laquelle on peut toujours se revendiquer, l'Espagne de la République, l'Espagne de Lorca, l'Espagne de Durruti, n'est-ce pas, l'Espagne qui a résisté pendant 3 ans au fascisme, non? Ça, c'est une Espagne légitime, une Espagne démocratique légitime, et qui, malheureusement, a été écrasée par le franquisme, écrasée lors d'un des plus grands génocides de l'histoire européenne occidentale, au moins, c'est-à-dire par une armée coloniale africaine qui a déferlé, qui a détruit ce régime, en détruisant d'ailleurs une bonne partie de la population ouvrière et paysanne, physiquement, je veux dire. Il y a des fosses communes, des charniers un peu partout en Espagne, avec des morts anonymes, des centaines de milliers de morts anonymes. Et c'est quelque chose qui sert de base au régime dans lequel on vit aujourd'hui en Espagne. Donc, la peur, l'accumulation originaire de terreur a permis au régime de s'établir. Cette accumulation originaire de terreur a été relayée à partir des années 50 par la Constitution, de façon volontariste d'ailleurs, d'une classe moyenne, d'après les principes ordolibéraux qui disent, c'est-à-dire de l'ordolibéralisme, cette variante du libéralisme qui était mise en pratique surtout en République fédérale allemande, qui a été à l'origine de la création des communautés européennes et qui veut créer une société déprolétarisée. Une société déprolétarisée. Les grands classiques de l'ordolibéralisme cherchaient ça. Une société où le prolétariat devienne propriétaire et ait quelque chose à perdre. Chez nous, ça a été le petit appartement et le Seat 600. Non, cela crée une classe moyenne et donc un certain conformisme. Mais tout ceci a été mis en crise déjà dans les années 60-70. La crise du pétrole, la crise générale des pays capitalistes, et il y a eu de très puissants mouvements qui ont ébranlé le régime, surtout en Catalogne. La Catalogne a été un acteur
fondamentale pour le changement de régime au Pays Basque, à Madrid et aussi dans les grandes villes, surtout du pays. À un certain moment, la peur avait disparu, en grande partie. Les gens osaient s'affronter au régime, et à la fin, le régime a dû négocier pour créer ce qu'on a aujourd'hui, qui est une démocratie dans le corps d'un régime autoritaire. Nous avons maintenu les grandes structures de régime autoritaire, l'armée, la magistrature, le roi, la police, tous les grands appareils se sont maintenus. Bien sûr, les grands intérêts économiques se sont maintenus, mais on a introduit dans tout cela des libertés démocratiques limitées. Alors, pour donner un exemple, il y a ce fameux article 155 qui a été appliqué à nos amis catalans. Alors, cet article de la Constitution espagnole a suspendu l'autonomie catalane. D'ailleurs, toutes les institutions catalanes sont contrôlées aujourd'hui depuis Madrid. Bon, cet article vient de loin. D'abord, l'article est pratiquement vide, mais dans le groupe du Parlement qui a rédigé la Constitution, dans la commission constitutionnelle, il y avait M. Fraga Iribarne. M. Fraga Iribarne est un disciple d'un juriste nazi qui s'appelle Carl Schmitt, et qui d'ailleurs a rédigé les textes qui justifiaient l'annulation de l'autonomie prussienne lors de l'ascension du nazisme. Non ? Alors, toutes les mesures concrètes qui ne sont pas spécifiées dans l'article 155 sont les mesures de ce petit texte de Schmitt, annulation de tous les pouvoirs autonomes, liquidation du président, du Land de Prusse, etc. Et intervention directe. Tout ceci n'était pas compris dans cet article qui était vide, mais le vide est vite rempli par le fait que l'État espagnol autoritaire existe toujours, il est toujours vivant. Alors, il y a eu quand même plusieurs belles surprises. Je suis assez vieux pour en avoir connu certaines. Dans les années 80, un très fort mouvement contre l'OTAN. Un très fort mouvement contre l'OTAN, dans lequel nous avions un certain espoir de provoquer la rupture démocratique qui ne s'était pas produite dans les années 70. Malheureusement, l'État, à nouveau, c'est-à-dire nous étions une semaine avant le référendum à 65% d'intention de vote pour le non à l'OTAN. L'appareil d'État s'est mis en route pour écraser ce mouvement par différents moyens. Utilisation des médias, qu'on utilise aujourd'hui contre la Catalogne également, utilisation des différentes enceintes étatiques pour intimider les gens. Bon, ils ont gagné le référendum, même en trichant jusqu'au dernier moment. Donc, la possibilité de rupture a été écartée à ce moment-là, et nous en venons, bien plus tard, à 2011, le 15e, c'est-à-dire l'occupation des grandes places, des rues, c'est-à-dire une réponse à la crise qui déterminait aussi un ras-le-bol général du régime. Là, on avait une possibilité très réelle de rupture. C'est-à-dire, par exemple, toutes ces mesures que proposent maintenant les camarades des coupes étaient en grande mesure proposées déjà dans les places. C'est-à-dire Puerta del Sol, la Plaza de Catalunya. D'ailleurs aussi, nos amis grecs proposaient des choses dans ce genre. Non ? Ne pas céder au pouvoir financier, ne pas céder à l'imposition par l'État des dictats des pouvoirs financiers.
Bon, il fallait en finir. Pour l'État, il fallait liquider cette menace. Il fallait liquider cette menace d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, la menace était relative parce que le mouvement était trop faible pour s'organiser. Et donc, on a eu l'idée de former des partis. Moi-même, j'ai fait partie de Podemos, qui a été deuxième menace, c'est-à-dire la rue organisée en partis. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'escomptait. Et Podemos a été transformé en un parti absolument normal et docile, assez bien intégré dans le régime espagnol. Un autre secteur, en Catalogne, a choisi la voie de l'indépendance, en profitant bien sûr d'une crise de légitimité très forte de l'oligarchie catalane. C'est-à-dire la représentation de la droite politique catalane s'effritait à coups de corruption, comme la droite espagnole également subissait une crise assez grave que nous aggravions avec un énorme plaisir d'ailleurs en dénonçant ces faits de corruption et en s'opposant physiquement d'ailleurs aux conséquences du régime libéral, c'est-à-dire le grand symbole de cette résistance, c'est la lutte contre les évictions, des gens qui étaient expulsés de chez eux, puisqu'ils ne pouvaient plus payer les traites de leurs hypothèques. Cette lutte qui était très forte en Catalogne. Maintenant, la maire de Barcelone, non, la bourgmestre de Barcelone, Ada Colau, était une activiste connue du mouvement contre les évictions, contre les desnonaments. Non, c'était un temps fort des mouvements, un temps fort. Le problème, c'est qu'il fallait canaliser ça quelque part par des voies de représentation. Du côté espagnol, on a tenté Podemos, qui a visiblement échoué du fait que sa direction a joué la représentation sans permettre au mouvement social qui était derrière lui de se développer et de prendre le pouvoir. C'est-à-dire 80% des citoyens espagnols se disaient favorables aux quinzaines, aux gens qui étaient dans la rue et qui étaient insultés par les médias, etc. 80%. Ça fait beaucoup. Ça fait une crise de régime assez solide. Et malgré ça, la volonté de pouvoir politique, d'accéder au pouvoir politique de la direction de Podemos a neutralisé en bonne partie cela. D'ailleurs, des mesures prises également ici, au niveau de Bruxelles, ont neutralisé également les effets les plus durs de la crise, et ont permis de faire croire une embellie temporaire, qui maintenant finira vite, parce que ces mesures financières vont être liquidées dans les prochains mois. La Catalogne, donc en Catalogne, un secteur populaire de la gauche a choisi cette voie de l'indépendance. Pour moi, cette voie d'une république, et une république qui ne peut être, comme le disait Ivan, qu'une république des communs, une république fondée sur la coopération matérielle. Et là, j'en viens à mes différences avec Ivan. Il y en a, malgré tout. Alors, ma grande différence, c'est que cette république, je ne saurais la concevoir comme un État, et encore moins comme un État souverain. C'est peut-être un tort à moi. C'est-à-dire, j'ai trop étudié la philosophie politique moderne pour penser que que la souveraineté soit un terme neutre qui puisse être l'égal des droits. C'est-à-dire, bien sûr que je suis pour le droit des gens à utiliser leur langue, bien sûr, à établir des réseaux de coopération librement, à même établir des réseaux de coopération au niveau économique. Pour moi, une économie doit être fondée sur la coopération libre des gens. Bien sûr. Mais est-ce que cela
est vraiment compatible avec ce qu'on appelle dans la tradition politique européenne la souveraineté et avec la réalité de ce qu'est un État dans le cadre des institutions de l'Europe occidentale actuelle ou du monde qui est maintenant divisé en États, qui vit sous la forme État. Franchement, je ne le crois pas. Je crois que l'intérêt du mouvement catalan est justement cette force de la désobéissance, cette force d'une certaine auto-organisation qui était capable de poser un défi très fort à l'État espagnol, mais que le risque fort, c'est qu'on passe à cette logique de l'État, de la souveraineté, cette logique qui, d'une certaine façon, a détruit Podemos, par exemple, a neutralisé Podemos, dans la mesure où on joue le jeu de la représentation, et la souveraineté est toujours la représentation. Il n'y a pas de souveraineté sans un souverain qui assume la représentation de la multitude, c'est-à-dire de nous, des gens. Hein. Et alors, la représentation, c'est quand même quelque chose de grave. La représentation, ça veut dire que quelqu'un agit en ton nom. Et donc que toi, tu n'agis pas. Comme disaient les anarchistes dans le temps, la voix du peuple est son vote, et quand il a voté, il se tait. Non ben, la représentation, c'est très exactement ça. C'est le fait que quelqu'un représente une multitude à condition que cette multitude demeure absente. Alors, franchement, c'est peut-être une question de terme. Hein. C'est peut-être une question de terme, mais les termes sont dangereux. Les termes sont dangereux parce que vos alliés temporaires ne pensent pas en termes de république fondée sur les communs. Ils ne pensent pas en termes de Commonwealth. Ils ne pensent pas en termes de république comme quelque chose de contraire à la tradition de l'État et de la souveraineté. Et en termes de république fondée sur la coopération, M. Puigdemont n'hésite pas, quand on lui demande, à dire que s'il vote avec le Parti populaire au Parlement espagnol, c'est qu'il partage avec lui son modèle de société. D'accord nos amis sociodémocrates de Esquerra Republicana, qui auront probablement la première place, ne sont sûrement pas sur la même longueur d'onde que nous. Alors, comment profiter de la crise catalane pour que cela ait des conséquences de démocratisation au sein de la Catalogne, bien sûr, qui est encore à démocratiser. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Franchement, dans un certain discours indépendantiste catalan, c'est que la Catalogne serait un espace pur où il n'y aurait pas, par exemple, de fascistes. Il y a eu un fascisme catalan. Il y a eu un fascisme catalan qui a attaqué les anarchistes pendant les années 20 et 30. Il y avait des escamots, il y avait Dencas, qui est allé se faire reconnaître à Rome par Mussolini. Il y a eu un fascisme catalan. Malheureusement, bon. Et il y a eu même un franquisme catalan, anti-catalan. Oui, voilà. Et une oligarchie, tout ça. C'est-à-dire, c'est un pays complexe, c'est un pays qui a des contradictions très fortes, la Catalogne. Et moi, ce que, franchement, je crains d'une indépendance de la Catalogne, c'est que ça soit une indépendance sans rupture démocratique avec des structures d'État espagnoles. Les structures de l'autonomie catalane sont toujours des structures d'État espagnoles. Et même les petits ajouts qu'on a faits, comme la police autonome catalane, sont à craindre. C'est une des polices les plus redoutables d'Europe, formée par Israël, comme police coloniale. Donc attention, maintenant elle est très populaire parce qu'ils ont un peu protégé le peuple lors du 1er octobre, ce qui est vraiment à leur honneur. Mais il fallait les Voir quand ils massacraient les gens lors des manifs. Lorsque nos copains catalans encerclaient le Parlement catalan, qui votait des lois d'austérité, et ont même forcé
des députés catalans à partir en hélicoptère, un peu comme Batista de la Havane du Parlement catalan. Ça, c'est une très belle scène. Le problème, c'est que la politique catalane actuelle est faite en partie de l'alliance des gens qui étaient dedans et qui sont partis en hélicoptère et des gens qui étaient à l'extérieur. Donc cette contradiction est forte. Ce n'est même pas vraiment une critique, hein. C'est peut-être la chose à faire. Il fallait exploiter la crise. Mais exploiter la crise sans tomber dans leur discours, en essayant d'hégémoniser le mouvement, sans tomber dans le grand piège de leur discours. Voilà, bon, je m'arrête là. Oui, je veux juste, donc, je suis bien d'accord avec toi sur les risques d'adopter le concept d'État dans les formes qu'on le connaît aujourd'hui. Je vais juste dire qu'on est obligé, quand je vous parle de cette nécessité, de cette conclusion à laquelle on arrive, que dans l'État espagnol, on n'a pas de place, donc on doit faire les nôtres pour traiter d'égal à égal avec l'Espagne, avec la France, avec la Belgique, avec le reste du monde. Je mets évidemment tous les comment dire, bémols, oui, tous les nuances possibles. Cet état-là ne m'intéresse pas, comme à lui non plus, si c'est le même qu'on a déjà. Donc je vous parle de l'idée d'un État, parce que c'est une forme reconnaissable au niveau international, donc on l'appelle État. Mais faisons autre chose, parlons des républiques et des mouvements populaires et créons quelque chose avec ça. Vous avez proposé un truc très intéressant, une république sans frontières, ce qui vraiment est une sorte de paradoxe, non? Mais qui est très productif, pour extrêmement nous, intéressant. Pas la Catalogne, oui. Le territoire dans l'État français, dans l'État espagnol, dans le nouvel État catalan, dans les îles Baléares et même une ville, Alguer, dans une île qui appartient à l'État italien. Donc pour nous, cette forme d'État, territoire fermé, est déjà un concept qui ne nous convient pas de par notre nature. Merci à tous les deux pour vos interventions. Avant de passer la parole au public, je voulais vous interpeller plus précisément sur la question des alliances politiques qui pourraient être issues des élections de jeudi. C'est très intéressant le passage que tu as dit tout à l'heure sur les souverainetés à reconquérir, mais est-ce que c'est forcément à travers l'indépendance que ces souverainetés peuvent être récupérées? Et je dis ça parce que là pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, le paysage politique catalan oppose deux blocs, un indépendantiste et un non-indépendantiste ou unioniste qui comportent chacun des nuances allant de la gauche à la droite. Est-ce que ce ne serait pas une façon de récupérer ces souverainetés, de voir ce paysage politique en opposant le capital et les travailleurs plutôt que les indépendantistes et les unionistes, et ce qui permettrait notamment à ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'indépendance, comme notamment les électeurs de Catalogne en commun, donc Podemos, etc., de pouvoir également faire une union pour récupérer ces souverainetés. J'ai eu la chance ou la faiblesse d'avoir écouté hier les débats entre toutes les forces politiques catalanes à la télévision. Ça a duré jusqu'à 1h du matin passé, je crois. Et ça m'a intéressé beaucoup de voir les 3 points que, quand on demande les présentateurs, modérateurs, ils demandaient les 3 points d'urgence ou les 3 premiers points de base du programme de chaque parti. Et j'ai écouté les Comuns, donc c'est le mouvement Podemos, Comuns, donc c'est le mouvement de gauche catalan, qui ne sont pas pour l'indépendance pure et dure et simple de la Catalogne. Les 3 points, j'avais noté, il y a un nouveau pacte social, un nouveau pacte économique, un nouveau modèle économique, et un nouveau pacte national qu'ils ont appelé catalanisme progressiste. Bon, ces 3 points-là, ils entrent dans n'importe lequel des programmes de tous les mouvements indépendantistes catalans, même ceux de droite. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire un nouveau pacte social. Donc, celui de Podemos et celui de la CUP, ils vont se trouver tout de suite. On serait dans le même travail.
pacte économique, un nouveau modèle économique, bien sûr, on s'y retrouverait. Et ce pacte national de catalanisme progressiste, pour eux, c'est une Catalogne qui se développe à l'intérieur d'une fédération des nations espagnoles ou ibériques, ou appelez ça comme vous voulez. Et là, on ne se retrouve pas trop parce qu'on ne croit pas à cette possibilité d'aujourd'hui recréer, réformer l'Espagne. Donc on est dans ce processus qu'on appelle constituant, nous, donc de faire une nouvelle constitution, de nous mettre à voir comment on constitue un pays. Donc, un processus constituant, à la différence qu'une réforme à la Constitution, c'est qu'en Belgique, ça se fait souvent des réformes de l'État. Ça veut dire qu'on garde la base de tout, on garde tous les pouvoirs restent les mêmes, mais on réforme des choses pour se partager le gâteau autrement. Et s'il faut contenter quelqu'un de ce côté-là, mais il va falloir le contenter par là. Mais la base de tout reste la même. Le processus constituant qu'on propose nous, c'est une rupture totale avec cette forme d'État. Ça veut dire à partir de zéro, on commence à parler d'une nouvelle constitution, une nouvelle loi de base sur laquelle on s'entendrait, plusieurs partis politiques, plusieurs tendances idéologiques ou thèses économiques, pour créer un nouvel, nous on l'appelle État, mais je suis bien d'accord avec lui qu'on pourrait l'appeler autrement. République, c'est bon. Donc voilà, mais quand je vois les communes, ce qu'ils proposaient hier, les 3 points, je dis, ben oui, là, je n'ai aucun mal à imaginer, passer les élections, donc le 22 décembre, avoir des gens d'Esquerra Republicana qui ne sont loin d'être, sont vraiment loin d'être rupturistes, sociodémocrates normal comme on connaît en Europe, ils vont continuer dans cette ligne-là. La couple là-dedans peut s'y retrouver étant une minorité à exiger un peu plus vers la gauche, disons. Et les communs, ils peuvent encore aller plus loin parce qu'en plus, ils ont la liberté d'être libérés de ce pacte national, disons, entre Catalans. Je crois que ces 3 forces-là peuvent se retrouver. Et la coupe et les communs de Podemos peuvent se retrouver dans n'importe quelle circonstance je ne dis pas à pacter des pactes étranges et tordus comme on en voit parfois dans certains pays, à faire des pactes tout à fait naturels, donc tout à fait normal. Il y a plein de choses où on peut travailler conjointement. Le point où on pourrait discuter, c'est si on peut continuer à faire une réforme de l'État comme se fait en Belgique, ou un processus constituant comme on le veut nous, partir de zéro et créer autre chose. Là, évidemment, il faudrait les convaincre que leur réforme de l'État, c'est pas qu'elle ne nous convient pas, c'est qu'on ne la voit pas venir, on ne voit pas d'où on la sortirait, avec quelle force politique on pourrait la faire. Est-ce que je peux ajouter un petit truc? Oui, oui. Ça marche? Bon. Non, oui, ça marche. Ouais. Bon. Alors le petit truc est un grand truc d'ailleurs, parce que derrière, c'est un peu comme derrière un camion, il peut toujours y avoir un camion et même plus gros. Hein. Alors derrière l'État espagnol, il y a un plus gros camion qui est l'ordre néolibéral. Bon. Alors, c'est-à-dire M. Schäuble, la Commission européenne, etc., qui imposent leurs normes. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que l'autonomie de la Catalogne a commencé à être détruite non pas par l'article 155 qui prévoit des mesures contre l'autonomie, mais par l'article 135 de la Constitution espagnole qui établit une règle de dépenses publiques d'après laquelle, bien sûr, la priorité est donnée à quoi? Au paiement, au remboursement de la dette. D'accord? Alors, pour contrôler les dépenses qui étaient vraiment des frais ridicules, 30 000 €, je crois, qu'on a pu prouver que le gouvernement catalan avait dépensé pour l'organisation du référendum, des trucs comme ça, le ministre de l'économie espagnole, M. Montoro, a appliqué, au nom de l'article 135, une intervention déjà de tous les ministères économiques catalans et des finances catalanes. Parce que, une chose à retenir, l'autonomie catalane est relativement vaste, mais le ressort fondamental, l'argent, les impôts, est toujours détenu par Madrid. C'est-à-dire que
tout passe par Madrid, tous les fonds passent par Madrid. Et Madrid peut parfaitement couper le robinet à la Catalogne et faire le coup de Tsipras à un gouvernement catalan dans les conditions actuelles. Donc, une chose essentielle pour tout mouvement pour l'autodétermination catalane qui prétend se donner des bases matérielles et d'avoir une fiscalité propre. Une fiscalité propre. Sans ça, il n'y a rien à faire. On peut être étranglé en 24 heures. Donc, attention à ça. L'annulation de l'autonomie, la dynamique recentralisatrice en Espagne ne s'applique pas seulement contre la Catalogne. Hier, elle s'est appliquée contre Madrid, contre la commune de Madrid dirigée par la gauche. Hein, la règle de dépenses, tout ça, ils ont dû remettre à plat tout leur budget pour l'année 2018, en appliquant des coupes partout, dans les dépenses sociales, investissements, etc., des coupes qui représentent un 13% du budget de la ville. Donc Barcelone était déjà passé par là, et bon, c'est-à-dire c'est une limitation générale de l'autonomie des différentes communautés autonomes, mais aussi municipalités. Il faut savoir que Madrid est une communauté autonome en elle-même, comme Bruxelles ici. Oui. Mais bon, c'est la ville qu'on a attaquée, mais c'est un jeu là. Hein, oui, d'ailleurs, on peut utiliser ça de toutes les façons possibles, parce qu'on a attaqué la ville, mais la région de Madrid, qui est gouvernée par la droite, par un pacte Ciudadanos Podemos, Podemos PP, Parti populaire, à quoi je pense, moi, n'a pas eu de problème avec le ministère d'économie. Pas eu de problème, quoi qu'ils accumulent des déficits, la dette, là, tout est toléré. Donc, il y a une utilisation sélective, qui est tout à fait dans l'ordre d'une économie néolibérale d'ailleurs, de l'arme de la dette et de l'arme de l'austérité contre les ennemis politiques. Voilà. Donc oui. Je pourrais préciser rapidement ma question à Ivan. Si au lendemain des élections, il y a une majorité parlementaire qui va de la gauche radicale au centre-gauche social-démocrate, qui rassemblerait indépendantistes et non-indépendantistes, est-ce que la coupe pourrait changer son fusil d'épaule pour impulser des politiques progressistes dans le cadre des institutions actuelles? Même si elle le voulait, non. Je m'explique. La coupe, de toute façon, ne conçoit pas l'idée de se remettre dans un régime qu'on appelle autonomiste, donc de l'ancienne autonomie. Nous, on est passé à la République, hein, on l'a déclaré après le référendum du 1er octobre, donc on considère que la Catalogne est une république libre, et on continue dans cette lancée-là. À revenir au statut d'autonomie catalan à l'intérieur de l'État espagnol tel que conçu en 78, tel qu'on avait essayé de le remodeler en 2006, tel que le tribunal constitutionnel a cassé ce nouveau statut pour nous laisser encore plus en arrière qu'on était. Revenir à ça, ça n'entre pas dans notre tête, mais c'est pas parce que les petites notre tête, c'est parce que c'est trop gros le bazar, quoi. Donc c'est impensable qu'on fasse ces pas en arrière. Ça se conçoit pas, mais surtout, c'est que tu les prends comme tu veux, tu analyses comme tu veux, mais imagine-toi qu'est-ce que ça peut devenir la Catalogne demain si on perd ces élections, si on passe pas, si on fait pas un pas en avant, si on fait un pas en arrière, c'est qu'on passe à environ 39. L'année 39, que le grand-père se souvient, on passe à ça, on passe à un écrasement total de la Catalogne par l'Espagne. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire par voie pseudo-légale depuis des années. Là, maintenant, s'ils gagnent, je dis, on ne sait pas qu'on est foutu, c'est que ça est fini de la Catalogne. Oui. Donc, on n'entre pas dans ces jeux de dire, ah, si jamais on a quand même, on pourrait jouer ci et ça. Non, on joue pas, on n'a pas deux types de cartes sur la table et on sortira les bonnes au bon moment. Non, on n'en a qu'une, c'est une république, on s'en va. Les gens des communes et des Podemos s'adapteraient à ça, voyant que la Catalogne vira à gauche
peut se développer. Alors voilà, il suffit d'accepter qu'on ait une république. J'espère pour eux que oui, parce que sinon, franchement, descendre du train en marche, c'est dangereux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'il y a moyen de rêver d'une Catalogne de gauche qui continue à avancer. D'une Catalogne de gauche ou de droite qui fait un pas en arrière, moi je crois qu'il ne faut même pas en rêver. Quoi. Ça serait même pas un suicide, c'est un écrasement, c'est de la physique pure. Ce n'est pas la politique, on parle d'un écrasement, que ça n'est fini de quelques années d'histoire. Donc non, la Coupe ne se plierait pas à un éventuel pactisme entre des forces espagnoles qui défendraient nos droits dans le cadre d'une autonomie plus libre, plus... non, ça, il ne faut pas en rêver. L'autre, j'espère que oui. Mais on est en train de spéculer que la Catalogne vraiment gagne une majorité de gauche avec une tendance indépendantiste majoritaire, mais manquant les petits poids, les quelques sièges qui manqueraient au Parlement doivent être donnés par les communs. Oui, moi, cette possibilité-là existe et je crois qu'elle est viable. Mais on est en train de spéculer pour l'instant, on est en train de voir si on a une majorité indépendantiste ou pas, et on est en train de voir si cette majorité indépendantiste pourrait être de gauche. Moi, j'attends voir. Je crois qu'on aurait cette majorité indépendantiste parce qu'on l'a eu le 27 septembre 2015. On a gagné, on avait un parlement à majorité indépendantiste avec de la droite jusqu'à l'extrême gauche, avec des appuis très probables pour beaucoup de lois qu'on a essayé de faire passer et que le tribunal constitutionnel espagnol a cassé. La loi de pauvreté énergétique, la loi contre les logements, des évictions. Ouais, donc, tout ça que le gouvernement catalan a pu mettre en place avec un gouvernement de coalition de la droite jusqu'à l'extrême gauche, avec des gens de communes qui n'étaient pas là pour rien. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ne sont pas au gouvernement qu'ils ne parlent pas au Parlement. Qui ne sont pas au gouvernement, qui ne parlent pas au Parlement. Donc, cette Catalogne-là existe. Et je ne vois pas avec quoi la faire disparaître. Cette majorité existe. Là, maintenant, le résultat des élections, avec un siège de plus ou de moins, évidemment, ça change tout. Il y a des proportionnels, il y a des trucs. Comment on investit un président si son parti n'a pas gagné les élections, tout ça est à voir. Mais cette Catalogne, plutôt à gauche et avec une tendance à se développer, à continuer en avant, elle existe. La Catalogne qui serait de droite et en plus unitariste avec l'Espagne, celle-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Les forces de droite catalanes pro-indépendance ou pro-espagnol ensemble ne vont nulle part. Elles se coupent en deux et en plus elles n'arrivent pas à un quart du Parlement. Les forces de gauche dépassent la moitié, j'en suis sûr. Et les forces indépendantistes, on est à la limite entre la moitié, la majorité absolue, ou la majorité relative. Tout ça est à voir. Mais un pacte pro-revenons en arrière, je ne le vois pas. Avec la Coupe, certainement pas. Je peux être un peu trouble-fête. Trouble. Oui. Alors, d'après les derniers sondages, malheureusement, la première force politique catalane lors des prochaines élections sera vraisemblablement Ciudadanos, un parti qui a été créé comme un anti-Podemos et qui maintenant fonctionne, d'après sa vocation initiale d'ailleurs, comme un parti anti-indépendantiste catalan et anti-catalan en général. Alors, ça répond à quoi? Au fait que dans les banlieues industrielles relativement déprimées autour de Barcelone, une partie des travailleurs, en bonne partie immigrés, s'est retrouvé dans une position d'hostilité à des indépendantistes qu'il considérait comme des bourgeois et alliés à des partis qui, quand même, avaient apporté l'austérité, tout ça. Alors, il y a un problème. Il y a un problème dans cette manipulation de secteurs ouvriers traditionnels, qui d'ailleurs a un nom en histoire catalane, le lerroussisme, le nom de Lerrouche, un député des années 20. Alors, comment faire avec ça? C'est-à-dire, il y a des données qui sont étonnantes.
en Catalogne. Il y a, par exemple, deux chiffres. 80% de la population, dans tous les sondages, est favorable à l'autodétermination, c'est-à-dire être consulté, à faire un référendum. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et ça pose déjà 80% des Catalans contre le régime espagnol, qui ne veut pas entendre parler de ça. Mais pour l'indépendance, la majorité est toujours trop courte. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, comme le dit Ivan, mais dans le dernier Parlement, cette majorité a été obtenue de très peu. Il y a 2 voix pour avoir... Non, de passer ça, mais il faut voir. Donc, si on l'avait fait un référendum, on était à 48% des voix. Par contre, en nombre de sièges, on dépassait les 135 qui est le Parlement. Il y en avait 72, donc on dépassait tranquillement. La majorité absolue était... Plus 4. Mais c'est par ces lois des proportionnels, des trucs comme ça qui font que voilà, les partis les plus votés ont plus de sièges que d'autres. Donc c'est là la grande discussion. Est-ce qu'on a cette majorité ou pas? Au Parlement, on l'avait, en nombre de voix, il en manquait très peu. Donc reste à voir si on le fait une deuxième fois. Il y a aussi ce grand acte, les symboles importent. C'est un grand acte de légitimité démocratique. Le 1er octobre, on l'a vu, des gens qui défendent les urnes. Ça, en fait, ça compte. Ce ne sont pas des chiffres, mais c'est quelque chose qui est imprimé dans l'imagination de tout démocrate catalan, espagnol, européen, et aussi dans la peur de tout fasciste espagnol, etc. Donc, enfin, c'est compliqué, mais... On peut spéculer encore. Oui, ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut vous poser une question? Olivier, je vais faire là. Allez-y. Oui. Ça va? Ouais. C'est pas une question, c'est une constatation. Les enquêtes font partie de la campagne. Il ne faut pas faire trop attention. Il y en a de toutes les couleurs, etc. Donc, la conclusion de la prédominance de Ciudadanos reste dans l'air. Hein. Donc, pour moi, c'est possible, effectivement, mais c'est peu probable. Mais bon, deuxièmement, il y a une question, on parle de l'intervention de la Catalogne sous l'article 155 comme d'une mesure administrative, presque. Hein, quelque chose qui aurait trait à contrôle des comptes, des dépenses, des buts, etc. Mais il y a une autre question. Il y a eu la répression du 1er octobre et il y a des gens en prison. Et dans ces cas-là, ce que je trouve très troublant dans partis ou mouvements comme Podemos et compagnie, c'est qu'ils ont montré une insensibilité totale envers cette situation et ils veulent rien savoir effectivement là-dedans avec les indépendantistes, méchants, etc. Parce que cela fait... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est l'explication, mais je voudrais... Comment? Parce qu'ils perdent voix dans leur pays. Parce que les Podemos et les Comuns en Catalogne ne sont pas si insensibles. Mais ça, c'est une procédure déjà dans l'ordre du fonctionnement des partis social-démocrates corrompus qu'on a connus dans le passé. Et c'est justement à Juan Domingo que je voudrais poser la question, comment un mouvement, parti qui se présente comme de gauche, etc., n'a une position claire, hein, ou une position envers le fait des gens emprisonnés sous des conditions vraiment absurdes comme le retrait de l'ordre de répatriation ici en Belgique. Hein, ça c'est intéressant. Ça c'est une question juridique, il faudrait quelqu'un avec des connaissances. Mais Podemos a une position là de non-neutralité, d'opacité complète. Alors je voudrais que Juan Domingo nous explique un peu ça. Écoute, Podemos s'inscrit dans la ligne d'une gauche espagnole qui, depuis Santiago Carrillo, depuis le PCE de la transition, qui a négocié la transition, qui a négocié l'ordre politique actuel, a toujours toléré les lois répressives. C'est-à-dire toutes les moutures des lois antiterroristes, la loi de parti, les lois dirigées
pour la répression, parce qu'avant vous, il y avait les Basques, n'oubliez pas. Avant les Catalans, il y avait les Basques. Prisonniers politiques en Espagne, il y en a. Des prisonniers politiques. Et les Basques que j'ai rencontrés l'autre jour, ils m'ont dit, je t'interromps un moment, je leur ai dit, ah maintenant vous savez ce que c'est comme prisonnier politique. Ils disent, non, moi je le sais depuis toujours. Mais c'est vrai que les Catalans ont tendance à oublier ça. Oui, ça aussi. Bon, Et moi, les Basques, ils ne sont pas oubliés. oui, moi je considère de toute façon, comme prisonnier politique, que toute personne qui est en prison pour des raisons politiques, lutte armée ou pas. Hein, les gens qui sont pour des actes armés sont toujours des prisonniers politiques. Ce n'est pas des gens qui allaient voler, piller, etc. Mais il y a des centaines de gens qui n'ont commis aucun acte violent et qui sont en prison en Espagne en ce moment. Avant nos amis catalans, il y a eu pas mal de prisonniers basques, et non seulement basques, des gens de mouvements sociaux, des jeunes qui se tapent des peines de prison aberrantes pour des raisons absurdes. C'est-à-dire, d'ailleurs, les prisonniers politiques qui viennent d'une lutte armée qui a cessé depuis pas mal de temps devraient quand même être libérés dans des conditions normales. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, ces gens-là devraient être dehors. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, le régime espagnol se caractérise par le fait qu'il vient d'une victoire totale, un écrasement de la République espagnole, et ne veut pas de conciliation. C'est-à-dire, on est un ennemi absolu de ce régime, et ce régime cherche à t'écraser. Donc, on ne négocie pas. Donc, il y a des lois d'exception. Donc, si tu t'inscris dans ce cadre, tu finis comme Podemos. Alors, une petite anecdote, si tu permets. Lors de la discussion en Espagne sur la loi Bayon, la ley Mordaza, non, une loi répressive qui visait justement à liquider ce qui aurait été la base de Podemos, justement, qui est le 15e et les mouvements sociaux, au moyen de mesures administratives très dures, des amendes terribles, des petites peines de prison ou de détention, de façon à ce que les gens ferment leur gueule, non? C'est-à-dire en ce moment, le nombre Je peux donner un exemple de l'application de cette loi. Le policier qui matraque ma mère à la porte d'une école, parce qu'elle est allée voter, il peut passer un procès ou pas, si on l'attrape. Si moi je filme ça, le fait de filmer, ça m'amène moi en prison, c'est sûr, par cette loi-là. Bon, le fait de filmer un policier en action est un délit en Espagne aujourd'hui. Alors, à ce moment, Pablo Iglesias venait de débarquer ici, c'est-à-dire le dirigeant de Podemos, le leader maximum de Podemos. Et alors, j'essayais de faire un peu pression pour qu'il s'occupe de cette question de loi liberticide, qui d'ailleurs allait saper les bases des mouvements sociaux dont se réclamait Podemos. Donc, au Parlement européen, il y avait eu un précédent, une loi de presse en Hongrie, qui avait été cassée du fait que la Commission européenne était intervenue. Au Parlement européen, on a pu constituer une majorité assez large, assez transversale contre cette loi, et cette loi a été cassée en Hongrie. Alors je pensais qu'on pouvait suivre la même stratégie au niveau de la Ley Mordaza espagnole. Bon, j'ai parlé avec lui, c'était d'accord, oui, bien sûr, il nous faut un juriste de prestige, il nous faut, etc. C'était toujours des conditions pour pouvoir intervenir. Il n'est jamais intervenu, jamais intervenu. Ensuite, j'ai trouvé la réponse, on m'a expliqué, mais enfin, ces questions de droit, de répression, c'est des trucs de perdants. C'est des trucs de perdants. On ne gagne pas des élections avec ça. Ben voilà, c'est un peu la réponse pourquoi Podemos ne s'occupe pas des gens qui sont en prison, des prisonniers politiques espagnols, catalans et basques, etc. Bonsoir. Merci à tous pour cette débat. Et je veux dire pardon parce que je n'ai parlé très bien français, François encore. Okay. Tu peux parler espagnol, si tu veux, on traduira. Ou anglais. Traduction détaillée. Et alors, la première question, c'est
il y a environ 48% des votants, selon les derniers résultats, hein, qui voteraient pour des groupes indépendantistes, dont le gouvernement qui a été formé il y a à peine 2 ans, la moitié a été en prison. Maintenant, il y en a quelques-uns en liberté sous condition, d'autres sont restés en prison, et l'autre moitié du gouvernement, président inclus, sont en exil. Ils demandent pourquoi il y a la moitié d'un pays, 48% d'un pays, on peut compter comme on veut, pourquoi ils voteraient des gens qui de toute façon ne vont pouvoir exercer leur... Carlos Puigdemont ne peut même pas rentrer en Espagne, s'il rentre, il va direct en prison. Donc ça, c'est une question. Moi, je veux bien y répondre, si tu veux pas. Moi, je dis, je voterai pour ces gens, et même pour ceux qui seraient morts dans le combat. Si on me laisse voter, ce que ma conscience me dit, c'est que je vote pour des gens qui ont défendu leurs idées jusqu'à la fin. Qu'ils puissent exercer ou pas, moi je compte qu'ils vont pouvoir exercer un jour les résultats de ces élections. Si on a accepté ces élections qui pour nous sont illégitimes, parce qu'on venait d'en faire il y a 2 ans, on les avait gagnés, et parce qu'on a fait un référendum et on l'a gagné aussi, bah on nous cache tout, on nous envoie tous à la maison, on nous dit que nos référendums n'ont jamais existé, que les élections d'il y a 2 ans, les résultats n'est pas bon pour eux. Et on nous oblige à faire des élections. C'est la première fois que ça se donne qu'une communauté autonome doit faire des élections convoquées par le président du gouvernement central en Espagne. Vous n'imaginez pas le gouvernement fédéral belge organiser des élections en Flandre parce que les résultats ne viennent pas plus. Ça n'existe pas cette idée. Ben bon, en Espagne on l'a. Donc oui, bien sûr, je vais aller voter et je voterai même pour un cadavre. Si je n'ai pas d'autre option, ça sera ça jusqu'à la fin. Mais je compte, peut-être je suis naïf, mais je compte que oui, qu'on gagne ces élections et que les gens qui sont en prison en sortent et que les gens qui sont en exil reviennent. Je compte que l'Europe, cette fois-ci, va devoir reconnaître que ces élections ont eu lieu, qu'on les a gagnées et que la volonté du peuple catalan est une, et pas celle qu'on raconte en Espagne en parlant de majorité silencieuse, je ne sais pas quelle autre aberration. Donc oui, on va voter pour ces gens, bien sûr. Et alors pour le deuxième, tu parles des acteurs, il y a Tony Alba, mais il y en a d'autres. La deuxième question. C'est pas tellement une question, il dit comment on peut accepter cette normalité, on continue à vivre normalement alors qu'on a 700 maires de ville, 700 bourgmestres qui sont appelés par des juges. Donc ils doivent passer un procès. 700 sur 850 plus ou moins. On n'a pas 900 villes en Catalogne. Et 700 de nos bourgmestres sont appelés par les juges à déclarer, pas inculpés encore, mais genre dans le cadre d'une soumission. C'est des trucs, c'est une nébuleuse Ils ont juridique. participé à organiser le référendum. Non, c'est parce qu'ils ont fait une déclaration par laquelle ils se considéraient municipalité indépendantiste. Ça c'est les faits. Mais la cause juridique, vous pouvez chercher des bons juristes, ils ne comprendront pas. 700 maires d'un pays sont appelés devant les juges. Et il en reste 150 qui ne sont pas appelés. Je me demande s'ils ont des pouvoirs spéciaux, les autres. Donc ça, c'est très étrange. On a Monica Tarribas, des journalistes de télévision connus et populaires, comme vous en avez ici, des noms que tout le monde connaît, appelés aussi devant les juges, des acteurs pour avoir participé à des programmes qui sont satiriques, qui sont des comiques de service, comme la revue des professeurs au théâtre. aussi, des professeurs aussi. Et alors, j'allais rajouter ça, des professeurs et des directeurs d'école sont appelés devant les juges pour ils prétendent que c'est pour un endoctrinement des enfants. En fait, ce qui s'est passé, que c'est après l'effet du 1 octobre, le référendum et le matraquage par la police des gens qui allaient voter, il y a eu dans les écoles des enfants qui entraient dans des écoles qu'ils avaient vu à la télé comment on ouvrait la porte de son école avec un bélier. On a vu à la télé, ils voyaient à la porte de leur école leur grand-mère tirée par les cheveux dehors de l'école. Donc quand ils entrent le lundi suivant à l'école, des professeurs et des directeurs d'école, ce n'est pas qu'ils se sont sentis obligés de faire grand chose, c'est qu'ils ont parlé de ça. Mais comment vas-tu ne pas parler de ça dans ton... Imaginons que ça c'est une école,
que cette porte-là, elle est démolie au bélier par la police, et que j'ai ici devant moi une dizaine d'enfants qui ont vu ça à la télé, qui disent, et ma grand-mère, on l'a sortie par cette porte défoncée, on l'a sortie en l'attirant par les chignons. Ben, je dois parler de ça avec un enfant, oui ou non. Si on parle d'école, de pédagogie, eux, ils parlent d'endoctrinement. Le fait d'avoir parlé le lendemain de ces faits dans une école est considéré aujourd'hui en Espagne de l'endoctrinement. Tout ça, la question du camarade ici, c'était comment on accepte ça avec normalité. Bon, on ne l'accepte pas avec normalité. On s'enrage et on s'indigne et on continue notre lutte. Mais on la continue à la catalane, c'est-à-dire par la parole, par les élections. On ira à toutes les élections auxquelles on sera convoqué. Et on continuera à ne pas laisser un papier par terre après nos manifestations. Et on arrive à être 1 700 000 dans la rue, et la police ne comprend pas comment il n'y a pas eu une cheville décassée sur une bordure de trottoir. C'est que les Catalans ont ça, une capacité de parce que la lutte, ça demandait toujours ça. C'est comme un principe pour cette sorte de... pour l'indépendantisme, surtout pacifique, pour que personne puisse dire qu'il y a des gens qui cassent, qu'il y a des gens... c'est un principe. Hein? On n'a pas de ça en Catalogne. Et une chose, je voulais une critique. Hein? Il y a madame qui voulait parler avant. Ah, pardon, Oui, pardon. Je voulais... Vous m'entendez comme ça? Oui. Je voulais seulement poser un peu poser une question à Juan Domingo. Juan Domingo, pardon. Donc, parce que ça m'a semblé que tu as dit que tu ne voyais pas très bien la République catalane, parce que tu voyais ça comme que ça allait être une continuation comme de l'oligarchie catalano-espagnole qui prend. Et moi, personnellement, bon, déjà, j'ai fait bon, oui, évidemment, il y a de l'oligarchie catalane mélangée avec l'oligarchie espagnole, mais pas non plus toutes, mais bon. Mais je trouve que justement, pendant toutes ces années, avec toute cette mobilisation énorme, parce que c'est énorme et ça prend une énorme partie de la société civile, j'ai la sensation que la société catalane, elle a fait un exercice d'empowerment, Oui. C'est pas traduction. Renforcement. Hein? Il n'y a pas de traduction française. Il faut demander un peu de Donc, quoi, et de se voir qu'ils ont quelque chose à dire en politique et qu'ils s'est changé. Donc, il y a quantité de collèges qui ont participé, des associations d'écoles. Et alors, j'ai la sensation que justement, et après dans les gouvernements, d'accord, il y a PDCAT de droite, mais il y a une ERC et une coupe qui met des bâtons dans la rue, qui pose des questions, qui ne sait pas du tout de comme questions. Donc, PDCAT, il n'est pas non plus des gens insensibles, donc il faut que c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a comme une dynamique assez constructive et saine de ce côté indépendantiste, qui en tout cas, il est beaucoup mieux que rester dans cette oligarchie espagnole, dans cette espèce. Et c'est ça, je ne comprends pas pourquoi cette espèce de... J'ai eu la sensation que c'était comme un peu... Comment dirais ça? Comme pas un peu désespérancé, sans espoir. Non. Et pourquoi tu ne la conçois pas quand je vois que c'est une société justement qui rentre avec beaucoup de puissance, de changement, avec beaucoup de contradictions, mais avec une envie de prendre cette contradiction à la table, de table pour le référendum, de table pour... Je ne sais pas. Plein de monde qui va contre la corruption, donc je ne sais pas. Je trouve qu'au contraire, que justement, c'est un collectif, une société qui arrive avec pas mal d'envie de faire les choses le mieux possible dans toutes les contradictions et dans toute la lutte sociale. Et dans... Mais moi, je soutiens cette société. Je soutiens ce mouvement démocratique. Je soutiens tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des structures d'État espagnoles qui existent encore en Catalogne. Des structures d'État. La police, l'armée, les structures de l'autonomie catalane qui sont des structures de l'État espagnol. La nouvelle police n'est pas, est aussi une structure de l'État espagnol, la police des Mossos d'Esquadra. Les militaires, pas une structure qui est... Les militaires sont sur le territoire catalan et les Espagnols ne vont pas retirer
leur armée du jour au lendemain. Donc il faut Ah oui, compter mais sur ça, l'ensemble de l'appareil d'État. Sur l'ensemble de l'appareil d'État. C'est-à-dire les mochos de squadra, même après la proclamation de la République, pratiquent des évictions et répriment les classes populaires. Hein, enfin, ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et même avant, c'est-à-dire ils n'ont jamais arrêté de faire leur rôle de police, et leur rôle imparti par un État de classe. Hein, un État qui n'a pas changé sa nature. Donc, mais pas ça il encore. faut, moi, je demande aux gens de ne pas faire trop confiance à ces structures. Il faut s'organiser en dehors de ces structures et contre ces structures. Mais justement, Autrement, on est avalé. Comme Podemos par l'État espagnol. On est avalé. j'ai la sensation, je veux dire, c'est que la société catalane, à ce moment-là, est si mobilisée qu'il est très capable de se mobiliser quand il y a une occupation policière injuste. Oui. Beaucoup plus qu'avant. Donc, Moi, je bien. ne pense pas ça. Non? Non. Parce que tu parles de la société catalane que tu connais et qui t'entoure. Mais il y a un 50%, regarde on a dit la peur que la Rimadas nous fait à tous. Oui. Ça, c'est le 50% de la population catalane. Pas espagnole, hein, catalane. Ils sont là. J'ai dit si les Et projets moi, je suis d'accord gagnent. que la structure, ça me semble très bien, cette proposition de la CUPA, mais si je pense à une Catalogne indépendante, moi je pense que ça aurait les mêmes structures d'État qu'on a maintenant. On a la Rimadas, on a le PP, et entre les mouvements indépendantistes, des contradictions comme un parti de droite qui est Junts per Catalunya et la CUP. Ça, maintenant, parce qu'ils ont un point en commun pour lutter. Mais alors, de faire un gouvernement, alors de monter un pays. Mais après, si Non, les non, projets moi je pense indépendantistes qu'il ne gagnent, faut pas rêver. Il la faut voir. droite, la Ciutadans et Rimadas, PDeCAT, ils ne sont pas... La Rimadas, c'est aussi une catalane. Et même si on va, je pense que arrivé à Barcelone, c'est un produit de marketing. Oui. Ciudadanos, je Oui. sais. Ciudadanos, c'est un produit de marketing que ils ont monté ces gens-là un peu pour faire un autre looking au Parti populaire. Alors, ils sont tous beaux, ils parlent un peu... mais c'est un produit de marketing. Mais elle est catalane. Hein? Oui. Et je veux dire, il y a elle, il y a la Rimadas, il y a le Parti socialiste, il y a beaucoup de monde, beaucoup de vieux qui votent toujours Parti socialiste, même si les partis socialistes maintenant sont à côté du PP. Et ils votent parce que toute la vie ont voté au Parti Et socialiste. ce sont des Mais Catalans je voulais qui dire- vont rester Ce là. sont des Donc, Catalans, Mais bien je- sûr. ma Ils vont question, rester oui, là. mais j'ai dit, si les projets indépendantistes, il a une majorité absolue et claire aussi en voix suffisante pour aller en avant, Oui, et que finalement, on tu va as réussir à Junts être per avec... Catalunya et la CUP. Comment tu Je vas donne la parole faire? à monsieur parce Mais- qu'il attend tout à oui. l'heure. Oui, Le- mais Ah. petite réponse. Oui. Si c'était le Kosovo c'était très clair. Il y avait 80-90% de la 90%. population qui était contre la domination serbe. Allez, même pas de référendum, quoi. On organise nos propres structures d'État parallèles et on se débarrasse de la superstructure serbe. Voilà, fini. On proclame l'indépendance. Mais en Catalogne, on n'en est pas là. Oui, On n'en est pas là. D'un côté. De l'autre côté, il n'y a pas de différenciation sociale, des structures sociales, des politiques sociales. Le Québec, par exemple, a fait sa révolution tranquille depuis les années 60, qui a constitué une société différenciée, une société à part. Et alors, qui peut réclamer son indépendance, qui a déjà voté dans de référendums, qui la réclame encore, mais qui a déjà les bases matérielles pour faire autre chose. C'est-à-dire le Québec pourrait devenir un État indépendant en ce moment, la Catalogne pas. Mais la Catalogne pas à cause de Ciudadanos, à
à cause de que l'Espagne, elle lâche pas la prise, elle laisse Non, pas mais- décider. Tu Non, m'étonnes, mais- 20% du PIB espagnol. C'est pas... Bon, elle a un intérêt démocratique à demander ses Économique. citoyens, il devrait avoir un intérêt. Oui, mais ce que dit démocratique. Joseph Fontana, l'historien, 20% du PIB. Est-ce qu'un État lâche 20% de Mais son c'est pour PIB ça mais on est coincé. Économique. aussi? Je reprends mon rôle de modérateur. Oui, Je donne la parole à monsieur. Moi j'ai 3 questions. C'est qu'en est-il de la préparation post-indépendance, puisque vous l'espérez, et du problème notamment de la dette que va hériter la Catalogne. Comment vous allez gérer ça, dette ou pas dette, parce que là, je ne peux pas prédire les actions du pouvoir de Madrid, mais ils vont, comme en perdant une colonie, imputer une dette à l'indépendance. Qu'est-ce que vous pensez du risque d'invasion armée? Parce que effectivement, avec 20% du PIB, l'armée sur place, la police, quelle serait la réaction possible, violente de l'Espagne? Et moi, j'ai pu dans vos contradictions déceler des problématiques qui sont des problématiques de type anarchiste, avec effectivement la présence d'un État ou pas un État, la légitimité de réclamer un système autoritaire. On entend un État et du coup un État, la domination via un État. Et comme l'Espagne a une histoire anarchiste très importante, quelle serait ou quelle est la position de ces anarchistes en Catalogne à propos de la question de l'indépendance? Et oui. Si tu prends la dette, je prends l'armée. L'armée, bon, moi je prends les anards. Non, parce Non, que pour la dette, je peux faire quelque chose avec toi. Tu vas être plus, t'as la plus tête, concret, je crois. Demander comment se partage la dette. comment se partage la dette? Pour ça, il y a des règles en droit international. Sortie d'une indépendance, les États héritiers de l'État unitaire se partagent la dette. Il y a des instances internationales d'ailleurs qui pourraient intervenir pour cet arbitrage et les choses se font. Hein, les choses se font. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que même pour une indépendance qui se veut unilatérale, il faut tenir compte de l'État dont on sort. Parce qu'il faudra quand même négocier avec lui le partage de la dette. Parce qu'il faudra négocier avec lui le retrait des troupes et de la police. Et puis, l'établissement d'une administration fiscale. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut négocier. Donc même une déclaration unilatérale d'indépendance exige qu'elle ne soit pas unilatérale, parce que ça n'existe pas, de déclaration unilatérale d'indépendance, même après une guerre. Les Serbes, les Croates, tout ça, ils ont négocié. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Je peux rajouter une chose, Oui. c'est que dans les cas où l'Espagne continue à ne pas vouloir négocier quoi que ce soit, une des choses qu'on a nous sur la table, c'est de ne pas négocier la dette et la guerre. Ça c'est une caricature, mais c'est une des formes de pression d'un État qui naît contre un État qui jusqu'à là l'englobait ou l'opprimait, comme nous on prétend. C'est ça, elle dit, attends, tu viens à la table à négocier, et on peut sortir avec un 20% et un 80%, ou un 30, un 70%, on peut négocier plein de choses. Mais si tu ne viens pas à négocier, nous, de toute façon, on est dehors. Hein, donc, il faut voir toutes les institutions européennes, toutes les instances internationales, tous les traités, on dit, ils ne sont pas à inventer, ils existent déjà. Donc ça, c'est une négociation qui aura lieu un jour. Pour l'instant, l'Espagne ne veut pas entendre parler, même pas d'un président qu'on a qui considère qu'il n'est pas président. Nous, on l'a élu, il est président, jusqu'à ce que l'on destitué. Et quand on ne veut pas négocier même pas des choses comme ça, je vois très mal comment ça va se passer les négociations, mais il va y avoir effectivement une négociation sur la dette. Comment elle va terminer, je ne sais pas, ça dépendra beaucoup de la position de l'Espagne, obligée par l'Europe, parce que l'Espagne, par toute seule, n'ira pas négocier quoi que ce soit, mais obligée par d'autres instances.
l'Espagne devra négocier selon des traités qui existent et des formules qui existent. On verra bien. Alors pour l'armée, tout d'abord, je te rassure, il n'y a pas une armée en ce moment en Espagne capable d'occuper un pays. Et quand je dis occuper un pays, je dis occuper un pays et toutes les conséquences, tout ce qui vient après. Occuper un pays avec, je ne sais pas, 10 000 hommes armés, oui, tu entres quelque part et hop, tu passes de village en village et tu dis, on vous a occupé, vous êtes occupé, vous la fermez, sinon on vous tue. Oui, ça peut se faire. Il faut être un peu sauvage. Les Espagnols, ils ont une tradition de ça. En 36-39, ils l'ont fait tel quel. Il y a des chefs de l'armée encore aujourd'hui qui étaient vivants à l'époque. On ne les a pas destitués, on ne les a pas jugés. C'est un peu comme au Chili. Hein, on a des brutes épaisses qui sont dans les forces armées encore. Le père du roi actuel lui-même, je ne vais pas trop parler de lui faire de la publicité, mais c'est un type qui a pu tuer son frère. C'est des gens qui peuvent arranger des choses à leur façon avec des armes, oui. Maintenant, soyons réalistes. Entre en Catalogne, 7,5 millions d'habitants, avec combien d'hommes qui entrent 150 000. Si tu n'entres pas avec 2 millions, tu ne tiendras pas une semaine. Mais c'est surtout ce que ça ne vaut pas la peine. Tel que tu entres, tu sors de l'autre côté. Il n'y a aucun pays européen qui accepterait une occupation militaire d'un pays ou d'une région à l'intérieur de l'Europe, quelle que soit la circonstance. Ils ont accepté à peine qu'on nous tabasse un peu aux portes des écoles, mais ça a duré 10 minutes. Mais ils ont accepté. Ça, il ne faut pas oublier. Et à Kosovo, il y a eu les tanks à la rue et des morts. Et l'Europe l'accepte. Et ça, il ne faut pas compter sur l'Europe. Attends un moment. On est loin dans l'histoire et dans les territoires. D'accord. Je te parle d'une région en Europe aujourd'hui où une armée entrerait. En Ukraine, ils l'ont fait aussi. C'est loin, c'est tout ça. Attends, on est en train de parler de la ville de Barcelone en Europe. Non, tu regardes ça comme tu veux. Mais il ne faut pas arriver là. Mais quand ils ont tabassé les gens, moi j'ai pensé l'Europe va dire quelque chose. Et l'Europe n'a rien dit. Je suis bien d'accord. On peut tabasser les gens dans la rue, à Paris, les CRS, ils en font un métier. On peut les tabasser à Londres, ça existe aussi. Ça, c'est pas un problème. Tabasser des gens dans une manifestation, ça dure 1 minute ou 2. Je suis en train de parler d'une armée qui occupe un territoire. Ça n'a rien à voir, ça. Occupation, entrer avec une armée dans un territoire. D'abord, il faut être un abruti. On en a en Espagne, donc cette condition, elle est remplie. Ensuite, il faut avoir un poids d'hommes armés suffisant pour tenir. On commence à ne pas l'avoir. L'armée espagnole ne tient pas une occupation d'un territoire comme la Catalogne avec 7,5 millions d'habitants. Il pourrait entrer à Barcelone, il pourrait entrer dans certaines villes frontalières, il pourrait prendre, ça peut se faire beaucoup de choses, mais ça ne tient pas. Ensuite, tenir, quand je dis tenir, juste l'entrée et tenir, ça ne tient pas déjà, mais disons que je suis optimiste. Maintenant, allons plus loin. Tenir pour de vrai. Tenir combien? Une semaine, un mois, 6 mois, une année, occuper un pays pendant combien de temps? Et avec quel propos, avec quel discours? Face à qui? Comment tu tiens? Donc, l'occupation armée d'un pays comme la Catalogne par les forces armées espagnoles, non. Par contre, ce qu'il dit, oui, on a des forces armées, la propre police catalane, on a des forces armées, la police nationale espagnole, on a des forces armées de la Guardia civile, tout ça existe et on les a en Catalogne et ils nous occupent, oui. Mais ça, c'est une forme d'occupation qui se considère une non-occupation. Ce sont des forces du pays dans le propre pays. Mais ça, on l'a, je dis, on nous a mis jusqu'à 3 bateaux de croisière pleins de Guardia civile. Dans les ports de Barcelone, il y en avait 2 et un autre à Tarragona, pour assurer l'ordre les jours du référendum. Tout ce qu'ils ont, plus des hôtels réquisitionnés, donc ils ont plus que doublé le nombre d'effectifs de police et de Guardia civile pour un référendum d'un jour qui n'allait pas avoir lieu. Officiellement, il n'allait pas avoir lieu. Ça, ils l'ont fait. Oui, ce sont des forces d'occupation. Nous, on se sent occupés. En termes internationaux de traités, ça, ce n'est pas des forces d'occupation. L'armée, la police espagnole a le droit de se promener en Espagne. À partir du moment où on déclare une indépendance et qu'on est un territoire indépendant, ces forces-là, on doit les virer. C'est beaucoup plus facile à le faire sortir qu'à amener 150 000 hommes et occuper le pays. Donc l'occupation militaire, techniquement, il ne faut pas y compter. Par contre, l'occupation qu'on vit aujourd'hui,
Ça oui, celle-là on l'a, mais on l'a depuis des années. Celle-là, c'est pas qu'on s'y habitue, mais on l'a, on joue avec, on essaie de jongler avec ça. Je veux dire, vous n'êtes pas tellement différent du reste de l'Espagne, qui est un pays qui a été occupé par son armée pendant des décennies, depuis Franco. C'est-à-dire même la distribution de l'armée espagnole autour des grandes villes, avec des casernes autour des grandes villes, montrait que c'était une armée d'occupation interne, donc en territoire ennemi, partout. En Catalogne particulièrement, parce que la Catalogne est plus difficile, non, mais Au Pays Basque le aussi, Pays Basque, parce que les militaires et les policiers en question ne parlent même pas la langue de la population. Donc, on les amène de loin. Ce sont des techniques qui existent depuis toujours, ça se fait. Donc cette occupation-là, oui, on la souffre, mais on la souffre, c'est historique. Une occupation dans l'idée de voir entrer l'armée espagnole en Catalogne pour occuper les pays, les territoires, ça non, ce n'est pas... Ils feront une bêtise ou l'autre, hein, je ne dis pas mais que ça tient, que ça soit vraiment une occupation de force, faire revenir la Catalogne à l'Espagne par la force, par une guerre conventionnelle, non, ce n'est pas viable. Et alors tu parlais des anarchistes libertaires. Bon, si on tient compte que ce qui a cassé Franco en 3 années de guerre civile, c'était une république dans laquelle la force sociale, politique la plus importante n'était pas un parti politique, mais un syndicat, et qui était le syndicat anarchiste, ben oui, moi, je ne rêve pas de revenir 50 années en arrière ou 80, mais ces forces-là existent en Espagne et en Catalogne. Les mouvements populaires, ouvriers, libertaires des quartiers, et c'est là la grande différence. Je voulais revenir tout à l'heure avec, donc à Madrid on a des choses comme ça, à Granada aussi, à Barcelone, dans les grandes villes. Ces mouvements populaires existent, les ateliers populaires, les maisons de quartier qui travaillent, ça existe toujours. On prétendra par la presse, par les moyens conventionnels de communication que c'est, disons, résiduel ou marginal, mais non, l'Espagne a une force populaire énorme, et je crois qu'on ne ment pas quand on dit qu'il y a dans la philosophie, dans la façon de vivre de l'espagnol moyen, un bon paquet de liberté et d'anarchie mal canalisé, mal déstructuré, massacré par 40 années de dictature précédée par une guerre civile. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait ces mouvements-là bien organisés et que ça puisse exister comme force politique unitaire en Espagne. Et alors la grande différence, et là, c'est là, je lui donne bien raison, comment on a vu Podemos naître d'un mouvement populaire de la rue, des millions de personnes. Madrid, c'était un lieu clé, mais ce n'était pas que Madrid. À Barcelone, on a eu la même chose, mais dans d'autres villes aussi. Et comment la CUP, au lieu de profiter de ça pour créer un parti et dire voilà, et nous, on est le parti qui agglutine cette force, et la CUP a continué à être ce qu'elle était, des collectifs de quartier, des collectifs de village. C'est ce que je disais au début, la CUP n'est pas un parti politique comme un autre. On n'est pas membre de la CUP comme ça. On est membre de la CUP de son quartier. Ça, cette force-là, elle existe. En Catalogne, on est en train de l'organiser, je crois, de mieux en mieux. En Espagne, on a raté une belle occasion, mais je ne dis pas qu'elle soit finie. Je crois que si cette première essai de canaliser cette force populaire vers un parti pour entrer au Congrès, au Parlement espagnol, ben, je ne considère pas encore qu'on me l'a volé. Je crois qu'en Espagne, il y a encore cette force, que Podemos est une des branches de cette force, qu'il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que si Podemos va se convertir en un parti politique comme les autres, de gauche, plus ou moins à gauche, ou moins à gauche, mais acceptant les normes des jeux telles qu'elles sont dictées d'avant, ben, on perd une occasion par là. Ben, on en a plein d'autres. Je dis, cette force-là existe. Les gens en Espagne, je dis, on était en train de parler, il avait dit, je ne connaissais pas les chiffres comme ça, mais si 80% des gens au moment du mouvement de 15e étaient pour ce mouvement, ils ne sont pas tous morts, ils ne sont pas tous allés se coucher, ils existent, ces gens existent. Ah, maintenant, il faut voir comment on canalise une chose. Alors, canaliser à niveau d'un État comme l'Espagne, tous ces mouvements, pour moi, c'est mission impossible. En Catalogne, et à niveau des villages et des quartiers, et regroupant et fédérant, c'est possible, on est en train de le faire.
Donc, je fais un appel à nouveau à la municipalité, au travail des quartiers, aux associations, aux groupes de pensée, des conversations, tout ça, ensemble, chaque fois qu'on se retrouve et qu'on parle un peu, on trouve nos points en commun. Et que l'un soit plus anarchiste ou plus libertaire, au moins, ou socialiste, moi, ça me préoccupe très peu. C'est force pour un changement réel, c'est force pour déstructurer ce qu'on nous a mis dans la tête comme une chose normale et dire non, on a d'autres options, d'autres chemins à suivre. Elles existent. Et je tiens très, très spécialement à applaudir le travail des gens de la Coupe depuis une dizaine d'années, parce qu'ils arrivent à maintenir ça. La Coupe continue à être un truc de quartier, les gens se connaissent par quartier. Quand on va à une assemblée générale, à un secrétariat national, on se perd tous, mais on se perd tous, même ceux qui ont été députés pendant 4 ans. On est là et on se dit, ouais, mais attends, il faut voter, et puis ça vote, et puis il n'y a pas une ligne commune de parti qui dit ça va être ça et tout le monde doit le voter, et hop, on y va. Nous, on arrive à ne pas savoir quel va être le résultat d'une grande décision à niveau des pays, et on n'arrive pas à le savoir tant qu'on n'est pas passé par l'Assemblée générale, où tous les délégués de toutes les petites assemblées sont arrivés. Je tiens à insister sur ces j'allais dire modèle, et ce n'est pas les mots, ce n'est même pas un modèle. C'est des modes de fonctionnement, on fonctionne comme ça par quartier, mais c'est que le monde fonctionne comme ça. Et je peux me remettre à des exemples des lieux dans le monde un peu plus loin que la Catalogne, comme le Chiapas, on a réussi à faire fonctionner ça. Et on l'oublie, les médias l'oublient, mais le Chiapas fonctionne, il existe. Et il fonctionne comme ça, uniquement comme ça. Le Kurdistan, et si je reviens au féminisme, le Kurdistan est encore un bon exemple, et le Chiapas un autre. Donc, ça, les mouvements populaires, anarchistes ou libertaires ou socialistes ou ouvriers tout simplement, ouvriers sans une conscience ou une idéologie politique concrète, ils existent. Et très concrètement pour l'anarchisme, quand les bateaux qui transportaient les gardes civils et la police nationale espagnole étaient au port de Barcelone, le syndicat anarchiste, la CNT, les dockers, a saboté le ravitaillement des bateaux et les a emmerdés avec des sirènes pendant toute la nuit. Non, donc c'est une certaine solidarité. Petit, avec... Ça passe par la télé, ça n'empêche pas l'occupation par les forces armées, mais quand même, ça existe. Et en plus, oui, mais ils sont là. Hein. Pardon ? Ils sont là. Ils sont là. Toujours là. Encore là, ouais. Et une des conditions pour que Puigdemont, les gens espéraient qu'il convoque lui les élections, une des raisons c'était que cette police n'est pas partie. Ils sont 10 000 policiers à Barcelone. Ils sont là. Moi je ne dis pas que ça n'existe pas, qu'il y a des gens qui vont contre tout ça, mais ils sont là. Catalogne par rapport à l'État espagnol est très petit. C'est pas la Belgique, c'est pas moitié-moitié du pays. Non, on est petit. Et la réalité, il faut l'avoir. C'est comme ça qu'on a peur. Il a dit, aujourd'hui, les statistiques disent qu'ils peuvent gagner la Rimadas, que c'est impensable. Gagner, le gagner. parti. Être les partis les plus votés. Mais voilà. Plus votés. Et c'est un produit de marketing. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais dans ces mouvements-là, il y a des contradictions très fortes entre eux, que les autres n'ont pas. Hein, parce que Pepe et Arrimadas n'ont pas de contradictions, hein, c'est le même truc. Hein. C'est l'État espagnol. Ça serait très difficile. Et on va s'arrêter là alors. Je vous remercie encore à tous les deux. Et en tout cas, c'était très intéressant et il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. On continuera à parler. Voilà.